Bonjour chers élèves, nous poursuivons notre étude du thème 5, c'est-à-dire l'activité cardiaque et la pression artérielle, en sa leçon numéro 13, c'est-à-dire toujours l'activité cardiaque et la pression artérielle. Nous allons voir la séquence 2. Celle-ci s'intéresse au contrôle de l'activité cardiaque. Eh bien, nous voulons savoir qu'est-ce qui peut faire qu'un cœur se mette en mouvement. Nous l'avons vu déjà lors de l'étude de l'automatisme cardiaque. Mais est-il possible de contrôler cette activité? Est-il possible qu'une situation, des événements, des substances puissent contrôler l'activité cardiaque? C'est ce que nous allons essayer de voir ensemble. D'abord, en faisant par stimulation électrique. L'activité que vous allez faire est la suivante. Pour étudier l'effet de stimulation électrique sur le cœur, on va porter directement sur le myocarde ventriculaire. Donc au niveau du ventricule, on porte deux chocs d'induction à des moments différents. La stimulation numéro 1 se fera pendant le repos du ventricule, diastole ventriculaire. Alors que la stimulation numéro 2 sera portée pendant la phase de contraction ou systole ventriculaire. La consigne est la suivante: exploite les résultats ci-contre et établit les effets de stimulation sur le fonctionnement du cœur. Vous avez 3 minutes pour cette activité. Restitution. Lorsque la stimulation ST1 tombe pendant la diastole ou repos du ventricule, il y a contraction immédiate. Cette contraction immédiate est appelée une extrasystole. Elle est suivie d'une phase de repos plus longue que les repos que nous avions l'habitude de voir lors du cardiogramme. Cette phase de repos plus longue est dite repos compensateur. Mais pourquoi y a-t-il un repos compensateur? On remarquera en pointillé qu'il y a toute une révolution qui est sautée. Donc, le repos compensateur permet de rattraper le rythme normal du cœur de grenouille. Maintenant, on remarque que cette extrasystole ne va pas changer le rythme normal du cœur que vous avez comme témoin sur le schéma au-dessus. Vous remarquerez que le rythme cardiaque n'est pas modifié. On dira alors que cette extrasystole est non décalante. Elle ne décale pas le rythme normal du cœur. La stimulation électrique maintenant au niveau du ventricule, lors de sa systole, eh bien, vous remarquerez que pour ST2, il n'y a aucune modification. Il est donc sans effet sur la révolution cardiaque. Il s'agit d'une période d'inexcitabilité du cœur qu'on appelle une période réfractaire que nous avons déjà vue dans l'activité musculaire squelettique. Nous continuons cette étude en portant une stimulation directe sur le sinus veineux. Vous vous rappelez que nous avions défini, lorsque nous étudions l'automatisme cardiaque, que pour le cœur de grenouille, le pacemaker, donc, qui déclenche l'activité automatique du cœur, c'était le sinus veineux. Nous allons donc porter une stimulation sur ce sinus veineux pour voir l'effet que cela produira. On obtient, dès qu'on le fait, ce cardiogramme suivant. Consigne, exploite ces nouveaux résultats et conclut. Vous avez 3 minutes à nouveau pour cela. Restitution. Que remarque-t-on? Eh bien, la stimulation du sinus en diastole produit à nouveau une extrasystole. Mais cette fois-ci, elle n'est pas suivie de repos compensateur. Et
la conséquence, c'est que le rythme cardiaque est alors modifié. Vous remarquerez que le rythme cardiaque normal en pointillé donc, est différent du rythme cardiaque en trait-plein dès l'instant où on a stimulé. Cette extrasystole qui est capable de modifier le rythme du cœur est appelée extrasystole décalante. Et bien, nous avons vu lors de l'étude de l'activité musculaire qu'en soumettant le muscle à une succession de stimulations électriques, le muscle finissait par faire ce qu'on appelle un tétanos. Ici, on remarquera du fait justement de l'existence d'un pacemaker et d'une période réfractaire que nous avons vue pour l'activité précédente, eh bien le cœur est un muscle intétanisable. Il n'est pas possible donc d'obtenir un tétanos du fait du pacemaker et de la période réfractaire longue. Nous allons toujours continuer à voir s'il y a des éléments pouvant contrôler l'activité cardiaque. Après la stimulation électrique, nous allons voir l'effet de quelques ions. Alors, on va étudier l'effet de quelques ions sur le fonctionnement du cœur, notamment les ions K+, et les ions Ca2+. Pour cela, on perfuse d'abord un cœur de grenouille avec du liquide physiologique de Ringer. Rappelons que ce liquide physiologique de Ringer est dans des normes permettant la survie donc d'un cœur à l'extérieur de l'organisme. C'est un liquide étudié ayant une composition chimique bien établie et qui permet donc au cœur de fonctionner normalement. Eh bien, on remplacera ce liquide physiologique avec des solutions diluées de KCl pour étudier les ions K+, ou alors plus tard de CaCl2 pour étudier l'effet des ions Ca2+. On obtient les résultats ci-contre. Et la consigne, il s'agit d'exploiter les résultats obtenus et de conclure sur les effets des ions K+, et des ions Ca2+, sur le fonctionnement du cœur. Vous avez 5 minutes pour cette activité. Alors, que remarque-t-on? Eh bien, lorsqu'on perfuse le cœur avec le KCl, c'est-à-dire qu'on met en exergue le rôle des ions K+, on remarque une diminution de l'amplitude des contractions menant à un arrêt en diastole. On dit que cet effet qui provoque un arrêt en diastole est un effet diastolisant. Pour les ions Ca2+, on remarque qu'il déclenche une diminution des phases de relâchement. Le cœur se contracte, mais n'arrive plus à se relâcher convenablement, qu'il se contracte à nouveau. Ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on obtienne donc un arrêt du cœur en phase systolique. On parle d'un effet systolisant des ions Ca2+. En résumé, les ions K+ ont un effet diastolisant sur le cœur, tandis que les ions Ca2+ ont un effet systolisant sur le cœur. Poursuivons notre étude. Cette fois-ci, c'est des substances chimiques particulières que nous connaissons pour les avoir étudiées dans l'activité du tissu musculaire, dont nous allons voir l'effet ici sur le cœur. On veut étudier l'effet de quelques substances chimiques sur ce fonctionnement cardiaque. Il s'agit précisément de l'hormone adrénaline, qui est une hormone catécholamine produite par la glande médullosurrénale, mais également d'une substance chimique assez commune que nous connaissons, libérée par les terminaisons de certaines fibres nerveuses et qui est l'acétylcholine. La consigne, c'est d'exploiter les résultats du document ci-contre pour conclure sur les effets de ces substances chimiques sur le fonctionnement du cœur. Restitution. On remarque avec l'acétylcholine qu'il y a une baisse de l'amplitude, mais qu'il y a également une diminution de fréquence des contractions.
et cela conduit à un arrêt en diastole. Donc le cœur diminue son rythme et cela va jusqu'à l'arrêt. Donc dans le cas de cette acétylcholine, on parle d'un effet modérateur sur le cœur et on parle d'effet cardiomodérateur. Il diminue l'activité du cœur menant parfois à son arrêt. Lorsqu'on utilise de l'adrénaline par contre, on remarque une augmentation de la fréquence cardiaque. Donc l'adrénaline augmente la fréquence des contractions cardiaques. On parle d'un effet cardio-accélérateur. Voilà ce qu'il en est de l'étude de l'activité électrique sur le cœur, de l'activité de certains ions et de certaines substances chimiques. Mais nous n'avons pas encore vu au sein de l'organisme comment l'organisme lui-même peut-il contrôler l'activité du cœur, à savoir le système nerveux a-t-il une influence sur l'activité cardiaque. Nous nous proposons ici de voir les effets du système nerveux. Mais pour cela, il nous faut voir le rapport entre le système nerveux et l'activité cardiaque et le cœur. Nous allons voir l'innervation cardiaque. Ce schéma nous montre les relations entre le système nerveux et le cœur. Comme vous pouvez le voir, le cœur est présent avec une couleur orange. Il y a des fibres qui partent du cœur. Nous avons donné un sens avec des flèches. Vous avez des fibres qui partent du cœur vers le système nerveux, en l'occurrence ici le bulbe, et il y a des fibres qui quittent le bulbe et qui vont se terminer, donc terminaison nerveuse au niveau du cœur. Les premiers types de fibres, on les appelle des fibres afférentes puisqu'ils vont vers le système nerveux. Ils quittent le cœur, empruntent les nerfs de Hering, de Sion ou du nerf 10. Les nerfs 10 eh bien, quittent la cavité cardiaque et le muscle cardiaque et s'en va vers le bulbe. Le nerf de Sion quitte la crosse et le début de la carotide primitive et va vers le bulbe, tandis que le nerf de Hering quitte cette zone particulière qu'on appelle ici le sinus carotidien et va terminer son cheminement vers le bulbe rachidien. Ce sont les fibres afférentes. Maintenant, nous nous attaquons aux fibres efférentes qui quittent le bulbe et qui vont vers le cœur. Les fibres afférentes quittent le bulbe ou la moelle épinière, empruntent les nerfs du système autonome que nous avions décrit en début d'année, constitué par les nerfs, le système parasympathique et le système orthosympathique. Eh bien, ces fibres afférentes passent soit par les nerfs parasympathiques représentés ici par le nerf 10, ou alors passent par le système orthosympathique en ayant fait un relais au niveau de la moelle épinière et passent par ce nerf appelé nerf orthosympathique cardiaque ou simplement nerf sympathique cardiaque et qui aboutit au niveau du cœur. Nous allons voir l'effet de ces différents nerfs. Effet du système nerveux. Les cardiogrammes du document ci-contre sont obtenus après stimulation du nerf 10 ou pneumogastrique, puis après stimulation du nerf sympathique cardiaque. La consigne est d'exploiter les résultats de ce document et de tirer une conclusion sur les effets de ces nerfs sur le fonctionnement du cœur. Vous avez 3 minutes à nouveau pour faire cette exploitation. Restitution. On remarque lors d'une stimulation du nerf 10 qu'il y a une diminution de l'amplitude et de la fréquence des contractions avec un arrêt en diastole. On parle d'effet cardiomodérateur,
Nous l'avions vu dans une situation antérieure. Cependant, on peut remarquer qu'on continue les stimulations, mais que le cœur reprend son activité. Il ne reste pas en arrêt cardiaque, il reprend son activité et progressivement aura son rythme normal. Eh bien, ce phénomène est appelé un phénomène d'échappement. Concernant le nerf sympathique cardiaque, on remarque que sa stimulation déclenche une augmentation de l'activité cardiaque. On parle d'un effet cardio-accélérateur du nerf sympathique cardiaque. En conclusion, la cardiographie a permis d'enregistrer l'activité contractile du cœur. Les cardiogrammes obtenus révèlent une activité rythmique dont l'unité est la révolution cardiaque, marquée par des phases de contraction ou systole et des phases de relâchement ou diastole. Le nombre de révolutions par unité de temps, précisément ici par minute, définit la notion de fréquence cardiaque. Cependant, des ions, des hormones, des substances chimiques de façon générale et le système nerveux peuvent modifier le rythme normal du cœur. En exercice d'application, on va étudier en salle de TP de physiologie le mécanisme de variation du rythme cardiaque. Pour cela, on réalise chez un chat une série d'expériences et d'observations. Le document 1 donne une partie de l'innervation cardiaque, que voici. Le document, on pratique chez ces nerfs des expériences de section suivies d'excitation électrique. Le document 2 rassemble les différents résultats obtenus. La consigne est d'exploiter ces résultats et d'en déduire le rôle des différents nerfs étudiés. Vous avez cette fois-ci un peu plus, 7 minutes pour faire cette activité. Restitution, correction donc de cet exercice. Le nerf pneumogastrique diminue la fréquence cardiaque et diminue l'amplitude de contraction. C'est donc un nerf cardio-modérateur. Mais on a également vu que la stimulation de son bout périphérique entraîne une activité, tandis que la stimulation de son bout central est sans effet. Puisque nous avons vu comment interpréter cela depuis le cours sur les réflexes, nous en déduisons donc que le nerf pneumogastrique est un nerf moteur. Il est donc modérateur et il est moteur. Appliquons cela également pour le nerf de Hering, étudié ici. On remarque qu'il diminue la fréquence cardiaque et l'amplitude de contraction. Il est donc, au même titre que le nerf pneumogastrique, un nerf modérateur de l'activité cardiaque. Cependant, la stimulation du bout périphérique est sans effet, tandis que la stimulation du bout central donne un effet. Il est donc un nerf sensitif. En résumé, le nerf pneumogastrique est modérateur et moteur, tandis que le nerf de Hering est également modérateur, mais il est sensitif. Voilà, nous passons maintenant au contrôle d'un autre élément de l'activité cardiaque, c'est-à-dire les vaisseaux qui proviennent du cœur, qui se ramifient dans tout le corps et qui distribuent le sang aux différents organes. Leur activité concernera la vasomotricité, c'est-à-dire le mouvement des vaisseaux. La vasomotricité, donc, le sang est distribué par des vaisseaux de longueur et de calibre différents. Il s'agit des veines et des artères. Les artères en particulier se ramifient encore, passent aux artérioles, deviennent des métaartérioles et on finit par obtenir des vaisseaux très fins qui donneront des capillaires sanguins. Nous nous intéresserons à l'activité des artères à petit diamètre appelées artérioles.
on cherche à comprendre leur comportement face aux différentes situations expérimentales ci-après. La consigne, c'est de voir comme témoin une artériole normale et on a imposé des situations particulières et on observera le comportement de ces artérioles. Consigne décrit les changements qui affectent l'artériole normale et qui se traduisent par les états A et B. Déduit de cela les conséquences de ces changements sur l'écoulement de ces tuyaux de petit calibre qu'on appelle les artérioles. En sachant qu'ils conduisent du sang, quel sera l'effet de leur changement de diamètre lors de la distribution du sang. Restitution. Les artères sont élastiques, peuvent modifier leur diamètre, peuvent se contracter. On parle d'une vasoconstriction. Une constriction est un étranglement. Vaso renvoie à vaisseau. Donc, une contraction qui provoque une diminution de diamètre de l'artériole est appelée une vasoconstriction. C'est ce que l'on voit dans l'observation A et qui peut être résumé par le schéma A'. À l'inverse, dans certaines situations, on se retrouve avec l'état B, c'est-à-dire une augmentation du diamètre du vaisseau. Cette augmentation du diamètre du vaisseau est appelée une vasodilatation, comme on a appelé l'autre vasoconstriction. Et on peut s'en rendre compte au niveau de l'état B ou de sa schématisation en B'. Et en faisant cela, l'état A offre une résistance à l'écoulement du sang. Vous vous rappellerez le tuyau d'arrosage. Quand quelqu'un arrose et qu'il appuie sur l'embout, on remarque qu'il y a un jet, c'est-à-dire donc l'eau sort avec un peu plus de pression. Ici, nous avons la même activité avec les vaisseaux sanguins. Les vaisseaux sanguins font circuler le sang et une diminution donc de diamètre entraîne une résistance périphérique plus forte, tandis qu'une augmentation de diamètre va entraîner une résistance périphérique moins importante, c'est-à-dire que le sang va s'écouler plus facilement. Voilà. Nous allons maintenant voir le contrôle de cette vasomotricité par certains éléments. On suit le comportement du diamètre des artérioles lorsque l'activité des nerfs sympathiques qui leur sont reliés, parce que ces vaisseaux sont reliés à des nerfs ou à des fibres nerveuses. Et on teste l'activité de ces vaisseaux lorsque les nerfs ou les fibres auxquels elles sont reliées subissent une stimulation. Les résultats sont résumés dans le document ci-contre. La consigne est de décrire les résultats et de conclure sur les effets de l'activité sympathique sur le fonctionnement des artérioles. Vous avez 5 minutes. Vous avez ici pour ce schéma, chaque trait vertical que vous voyez est un potentiel d'action et montre l'activité électrique du nerf en relation ou de la fibre nerveuse avec ici un neurone qui est représenté et son activité électrique représentée au-dessus de l'axone. Vous avez 5 minutes pour cela. Que remarque-t-on? Eh bien, le contrôle de l'activité des vaisseaux, de la vasomotricité, se fait par le système nerveux orthosympathique, encore appelé système nerveux sympathique, de la façon suivante. Quand il n'y a aucune activité particulière, sans stimulation particulière sur la fibre, eh bien, les artérioles sont dans un état d'une légère vasoconstriction qu'on appelle un tonus vasomoteur. Lorsque par contre on stimule cette fibre, eh bien l'activité sympathique provoque une diminution du diamètre des vaisseaux qu'on appelle vasoconstriction. À l'inverse, lorsqu'il y a
une diminution de l'activité de ce nerf sympathique, eh bien, il y a peu de potentiel d'action et cela correspond à une dilatation du vaisseau plus que de normal, ce qu'on appelle une vasodilatation. Ainsi, le système nerveux contrôle l'activité des vaisseaux qui peut être soit un tonus vasomoteur quand il n'y a pas d'activité particulière. Quand l'activité nerveuse est intensifiée, vous avez une vasoconstriction. Et lorsque l'activité nerveuse est moindre, vous vous retrouvez avec une vasodilatation. Conclusion, le système nerveux sympathique agit sur le diamètre des artères. Il maintient généralement un tonus vasomoteur correspondant à une légère vasoconstriction quand aucune activité nerveuse particulière n'est notée. Une augmentation de l'activité sympathique provoque la vasoconstriction, tandis qu'une baisse d'activité orthosympathique déclenche une vasodilatation. On peut remarquer cependant que cette activité de vasodilatation ou vasoconstriction peut être provoquée avec des substances chimiques telles que les hormones adrénaline et angiotensine. Merci. Prochaine séquence, la pression artérielle et qui est liée à l'activité du cœur et des vaisseaux. Je vous remercie de votre attention.